Bonjour, je m'appelle Catherine Coste et je suis l'auteure du blog Éthique Transplantation sur Blogspot que certains d'entre vous connaissent et que j'ai rebaptisé Éthique, Vie et Mort 2.0, mais plutôt en anglais, Ethics, Health and Death 2.0, parce que je vis à présent sur des continents anglophone et donc je m'éloigne pas mal de la France. J'ai pour mission aujourd'hui de relayer le témoignage de chirurgiens qui ont voulu que je parle sur la mort encéphalique, qui est un pseudo-constat de décès. Il y a des chirurgiens qui sont choqués par ça dans le corps médical et qui m'ont expliqué que le grand public ne sait rien sur les réalités du don d'organes dit post-mortem. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on parle plus beaucoup latin, mais dans le don d'organes, tout à coup on se remet à parler latin au grand public, le don d'organes post-mortem. Sauf que si on voulait vraiment dire les choses telles qu'elles se passent dans la réalité, il faudrait remplacer post par ante, c'est-à-dire après par avant. Les organes après la mort, ça soigne personne, c'est les organes avant la mort qui soignent. On veut des organes vitaux, vivants, pour soigner des gens en vie. Sinon, on irait dans les cimetières déterrer des organes. Ça marche pas. Les chirurgiens me chargent de vous dire, vous, grand public, qu'ils ne sont pas des magiciens et qu'ils ont besoin d'organes vitaux en vie pour soigner des gens qui ont, comme une voiture, des pièces détachées, qui ont un problème mécanique, on apporte la voiture au garage, on change les pièces. C'est une médecine de remplacement. Alors est-ce que prendre des bouts d'hommes pour soigner des hommes, c'est une médecine comme une autre ? Certainement pas, mais c'est pas la volonté des chirurgiens qui m'ont demandé de faire cette petite vidéo, de rentrer dans des problèmes philosophiques, savants. Je vais pas remplacer le latin par la philosophie. Alors, le problème avec le don d'organes, me disent ces chirurgiens, c'est qu'on ne sait pas défendre en même temps les intérêts du donneur, en mort encéphalique ou en arrêt cardio-respiratoire persistant, et du receveur. Il faut faire un choix entre les deux, et donc les chirurgiens transplanteurs choisissent forcément, de par leur métier, de faire passer l'intérêt du patient receveur avant l'intérêt du patient donneur. Alors si vous écoutez parler les chirurgiens transplanteurs, alors je ne les ai pas poursuivis jusqu'au vestiaire, mais si vous les écoutez parler dans des congrès ou à l'Académie de médecine, vous remarquerez une terminologie particulière. On parle des esclaves, ça c'est les donneurs en état de mort encéphalique ou à cœur arrêté, entre guillemets, c'est-à-dire en arrêt cardio-respiratoire persistant, donc qui ne sont pas encore morts, mais qui ont un problème cardiaque, et on se demande si on va les réanimer ou plutôt prélever leurs organes vitaux pour aider d'autres personnes. Donc dans ces cas-là, voyez, on va parler d'un constat de décès. C'est une pseudo-mort, un constat légal de décès, ou on va dire un constat de décès anticipé, c'est-à-dire un décès légal, mais le décès physiologique n'interviendra qu'une fois qu'on aura pris les organes vitaux. Voilà, et donc on a dans la presse, en 2012, en France, 17 657 malades ont eu besoin d'une greffe et seules 5023 greffes ont été réalisées. Bon ben voilà, en gros, le message est toujours de culpabiliser les gens, il n'y a pas assez de morts, il n'y a pas assez de mourants. Et le message public, c'est on donne les organes après sa mort, donc ça ne sert plus à rien. Hein, c'est un réflexe de recyclage. Il faut trier les déchets, poubelle verte, poubelle bleue, poubelle jaune. Bon, ben là, c'est pareil avec le don d'organes, sauf que les familles confrontées à la chose se rendent assez vite compte que, ben non, leur bien-aimé, leur être cher qui est en train de mourir, dont on leur dit qu'il est mort, n'est pas mort, et il faut abandonner quelqu'un qui est pas mort. Il faut dire aux chirurgiens transplanteurs, allez-y les gars, faites comme chez vous, prenez tout ce que vous voulez. Alors on est quand même plusieurs à être conscients de ça en France, qu'il n'y a pas du tout de travail d'information sur le don d'organes, même par les instances officielles, l'Agence de la biomédecine. Il n'y a que de la promotion. Et il y a un acteur français, enfin un acteur, oui, quelqu'un de connu en France qui m'écrivait récemment « Je pense à ces gens qui se font dépouiller de tous leurs organes après leur pseudo-mort. Si seulement les familles de donneurs et receveurs connaissaient la réalité du don, de la greffe. Tout me paraît tellement encore figé en France.
Bah oui, parce on fait rien, on ne fait pas d'innovation, on ne fait pas de génomique, on ne se lance pas dans le 3D bioprinting, donc les imprimantes qui vont demain imprimer des organes, mais demain se prépare aujourd'hui. Si on se réveille demain, ce sera trop tard. Et forcément, quand on regarde les associations, ben, on se regarde que les comités de direction, il y a des gens qui sont les têtes de pont de la transplantation, donc ils ont des intérêts financiers, ils n'ont pas intérêt à mettre en place le monde de demain, ils ont intérêt à promouvoir le monde d'hier. Voilà. Donc de ce côté-là, la France c'est un peu une mafia, je suis désolée de le dire, et les gens ne sont pas informés sur les réalités. Et je vous interpelle, vous les personnels de santé en poste, j'en ai assez, je dis bien assez, de recevoir des appels de familles en détresse qui me disent mais alors vous dites mon proche il n'était pas mort, mais je le savais finalement, mais on m'a dit à l'hôpital qu'ils ont la loi pour eux parce qu'il y a le consentement présumé inscrit dans la loi et donc je peux toujours porter plainte. Etc. C'est totalement pathétique. Et après, on me pose des questions, moi, je travaille dans le marketing, à l'étranger. Mais est-ce que vous pensez que mon proche a été anesthésié au moins? Vous imaginez le malaise? Donc prenez vos responsabilités, informez les gens ou au minimum, traitez-les de façon humaine. Parce que je ne vous dis pas le regard que le futur va porter sur vous. Je pense que dans le futur, vous allez vous faire légèrement traiter de barbare. En tout cas, l'humanitaire c'est bien, mais j'ai pas que ça à faire. Donc posez-vous des questions, bousculez un petit peu vos consciences, réveillez-vous, vous voyez, réveillez, et informez les gens. Alors je m'énerve parce qu'il n'y a que ça qui marche. Les chirurgiens dans ma famille ils vont être morts de rire, ils vont se dire tiens, c'est encore énervé. Il faut faire un peu le clown, sinon les gens comprennent pas. Voilà. Donc les organes sur les morts, faut arrêter de croire au Père Noël, ben non. On est mourant, on n'est pas mort. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut donner, pas donner, c'est vous qui voyez. Alors je vais terminer par une anecdote qui n'a rien à voir avec le don d'organes, mais moi je pense que ça a quelque chose à voir. Moi je ne sais pas ce que je ferais si ça m'arrive, très honnêtement, j'en sais rien. Donc prenez position, ça me fait bien rigoler. J'aimerais bien les y voir. Je connais des chirurgiens à qui c'est arrivé, ils n'ont surtout pas donné les organes de leur enfant. Hein. Mais en fait, ils prônent à fond le don d'organes. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Ah, vive la France, on a du pinard et du frometon. C'est-il pas le bonheur, dites? Donc, j'étais à l'aéroport l'autre jour, à Luton, pour revenir sur la France, mais entre-temps, je suis repartie en Angleterre, enfin, on s'en fout. Et à Luton, Luton Airport, je faisais la queue pour reprendre l'EasyJet sur Paris. J'étais à la Bourgrave, et là, je vois des files d'attente, ils gèrent pas ça bien, EasyJet. C'était comme à Disney aux heures de pointe, je me dis oh là là, j'aurai jamais mon avion. Et alors là, en plus, la fouille, le random luggage search, donc la fouille qu'ils font au hasard, bing, ça tombe sur moi. Donc là, je signale, dites, j'ai un avion dans un quart d'heure. La personne qui fait la fouille me fait... Voilà, et puis là, on déballe toutes mes affaires. Alors j'ai horreur, mais horreur, qu'on touche à mes affaires. Franchement, je déteste ça. Quand on n'a pas autorisé les gens, j'ai horreur qu'on ouvre mon sac, qu'on étale sur le tapis. En plus, je suis scénariste, donc j'ai des trucs en cours. J'aime pas trop qu'on regarde dedans. J'aime pas qu'on passe des machins qui font bip bip. Donc, en plus, je savais pas si j'allais avoir mon avion ou pas. Donc après, j'ai écrit à EasyJet en disant que c'est une situation trop stressante. Il faut qu'ils informent les gens à qui la random search arrive et qui sont déjà en retard pour leur avion. Est-ce que l'avion va vous attendre ou pas? Là, franchement, devoir attendre dans l'angoisse. En plus, il y avait 3 personnes avec moi, donc qui étaient tributaires d'attendre que ma fouille de bagages soit terminée parce qu'ils voulaient pas m'abandonner lâchement. Moi, peut-être que je me serais barrée en courant, mais eux, ils n'ont pas voulu. Et du coup, voilà quoi, c'est trop stressant. Après, il a fallu courir dans des couloirs. Est-ce que je vais avoir mon avion? Vous arrivez essoufflé, donc vous êtes vraiment pathétique, quoi. Le pauvre Golo à la bourre, bien ridicule. I'm sorry I was delayed, but I swear it's not my fault. Je suis désolée, je suis en retard, mon bagage est défouillé, c'est pas de ma faute, enfin bref, vraiment, please let me in, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Alors après, on me calmait comme une gogole, vous voyez. No, yes, we know, it's not your fault. Ne vous inquiétez pas, on sait. Ce n'est pas de votre faute, les hommes en blanc vont s'occuper de vous. Donc je me demandais après si on allait m'emmener à camisole, blouse blanche ou si j'ai eu l'avion. Je vous dirai pas ce qu'il en est advenu, suspense. Mais je me suis dit finalement, il y a des parallèles avec le don d'organes. Amusant.
petite réflexion sur le don d'organes, par la mère I. Michu. Voilà, parce que I, la e-santé, Internet, le email, ça c'est une réflexion sur le don d'organes. Donc un petit message des chirurgiens que je fréquente pour les acteurs de la transplantation, s'il vous plaît messieurs, un petit peu moins d'arrogance vis-à-vis des glandus usagers de la santé, daignez les informer un petit peu, parce que les gens qui se retrouvent face au truc, ça fait mal. Et si un jour ça vous arrivait, je suis pas méchante, quoique, il paraît que je suis une vraie teigne, donc du coup je vais peut-être rigoler. Ha ha ha. Non, c'est pas drôle. Donc un peu de, comment on va dire, allez, de compassion. Pensez aux intérêts de la famille du donneur, pensez aux intérêts de la famille du receveur, et au minimum du minimum, ayez l'honnêteté de mettre les pieds dans le plat, de dire ce que vos collègues non-chirurgiens transplanteurs disent et répètent à qui veut l'entendre, mais c'est dans des congrès chir, donc il n'y a pas le grand public. La pointe de la chirurgie de médecine de remplacement aujourd'hui, donc les transplantations, on ne sait pas techniquement mettre sur le même plan les intérêts du donneur et du receveur. C'est bien pour ça qu'on parle d'esclaves et de maîtres. Donc, je sais pas, vous êtes... Il n'y a pas un truc qui s'appelle le serment d'Hippocrate? Vous en faites quoi? Vous en faites un serment d'Hippocrate? Vous faites une alliance Bisounours Barracuda, Big Pharma et Bisounours les médecins? Je fais exprès de vous bousculer un peu, parce que moi je m'en fous, je vis pas en France, donc vous pouvez toujours m'envoyer les hate mails, les mails injurieux. J'ai qu'à cliquer pour le faire delete, hop, poubelle. Mais... ça peut pas durer, vous vous rendez bien compte que ça peut pas durer. Pourquoi? Parce que la Chine et l'Inde font du séquençage de génome à tour de bras, ils mettent en place la médecine de demain. Qu'est-ce que vous allez faire quand on va faire, comme dit Jean-Michel Billot, une souris à 7 pattes qui parle? Vous allez vous réveiller, vous allez vous dire « Ah mais mon Dieu, nous on a interdit en France le séquençage du génome parce qu'on considérait que ça servait à choisir la couleur des yeux de l'enfant et son sexe ». Bah franchement, c'est dommage d'avoir fait un bac plus 15 en médecine pour avoir une profondeur de réflexion aussi peu abyssale. Excusez-moi de vous le dire. Donc là, il se passe des choses en Chine, en Inde. Eux, c'est évident, vu les densités de population, que le don d'organes, ils peuvent pas mettre ça en place. Il faudrait Hitler et la Solution finale, la Endlösung des bonnes années du nazisme. Le grand bond en avant et Mao, et encore on aura encore pénurie, donc il faudrait venir culpabiliser la population et de mettre Christian Cabrol qui va dire « Donnez vos organes! Un bon donneur est un donneur mort! On ne fait pas le donneur vivant !» Parce qu'on a des surprises, hein. Moi je voyage pas mal, alors forcément je vais en Suède, en Norvège, et alors là ils me disent « Ah mais nous on n'a pas du tout le même schéma, nous... c'est donneur de son vivant et les donneurs sont suivis, ils ont un suivi médical, un vrai check-up chaque année à vie et du coup ils font partie dans les stades de la population des gens qui vivent le plus longtemps. Parce que dès qu'ils ont moins de suspicion de trucs, de toute façon comme il y a le check-up complet annuel qui est pris en charge par l'État, et ils sont soignés et donc ils vivent 2 ans, 3 ans plus longtemps que la moyenne de la population non donneur de rein. Intéressant. Bon alors quand vous parlez de ça aux acteurs du don d'organes en France, ils vont vous dire comme Cabrol, « Ah non, c'est un donneur qui coûte pas cher, c'est un donneur mort. Un bon loup est un loup mort. » Bon, ok. Donc c'est pas du tout le même système, donc ils regardent notre journée de réflexion nationale. Je vous dis pas, on a des conversations dans les pubs anglais à Londres là-dessus. C'est très intéressant. On se fout un peu de votre gueule, hein, vous les chirurgiens français dans le monde, faudrait que vous en soyez un peu conscients. Hein, vous qui dites « Nous avons le meilleur diagnostic au monde de mort encéphalique. » Bon, vous avez le meilleur diagnostic au monde de pseudomort ou de constat légal de décès anticipé. Attendez, soyons sérieux, quoi. En plus, vous allez dans les congrès, vous n'êtes pas fichu de débloquer 3 mots d'anglais, donc ils sont tous morts de rire. Et s'il vous plaît, de grâce, les présentations, là, les chirurgiens français, arrêtez de nous mettre des slides bétonnés avec plein de machins qui défilent à toute allure. Vous prenez un air sérieux et stressé, vous débitez votre machin à toute allure pour que les gens ne se rendent pas compte que vous êtes une bille totale quand il s'agit d'ouvrir votre gueule en anglais. Et tout le monde dort, quoi. Autant vous le dire, franchement.
Dites l'essentiel au début, un conseil s'il vous plaît, dites l'essentiel au début, comme ça au moins on sait où vous allez. Après vos slides, mais ils s'en foutent, vos collègues chirurgiens ils peuvent les lire, ils peuvent lire vos articles avant. C'est vos recettes de cuisine qui les intéressent, c'est ce que vous faites, comment vous opérez, votre compétence technique, ça. Le reste ils peuvent les lire, PubMed et tout ça, ils ont internet, hein. Ils ont leur tablette, vous inquiétez pas. Donc voilà quoi. L'essentiel au début, pas de chiffres dans tous les sens, de machins remplis comme le bus à l'heure de pointe ou le bus en Inde avec des gens sur le toit et qui débordent par les fenêtres, mais au secours quoi. Après ils rigolent, vous n'êtes pas là pour les entendre, mais moi dans les pubs je suis là et on rigole quoi. Bon, c'est vous qui voyez. Voilà, donc un peu d'informations, mais bon, voilà, je sais très bien que ça n'arrivera pas, je suis pas complètement débile non plus. Voilà, j'ai juste fait cette vidéo pour m'amuser et pour passer le message que les chirurgiens m'ont demandé de passer, et bonne journée à tout le monde.